Depuis 10 ans, Renée Dalmasso commence toutes ses journées par le même rituel. Alors, tous les matins, je prie et j'ai au-dessus de ma tête le Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Cette ancienne commerçante à la retraite adresse ses prières à son fils Christophe, décédé tragiquement en 2003. Je demande à Christophe de m'aider dans mon combat, que la vérité, elle sorte. Il faut que cette vérité, il faut qu'il soit puni. Aide-moi à trouver les assassins, il faut que tu m'aides. Il faut qu'ils soient punis, qu'ils aillent en prison. Christophe Dalmasso était jeune, 34 ans. Il avait fait fortune. Et il a été tué dans des circonstances mystérieuses. Aujourd'hui, au palais de justice de Nice, s'ouvre le procès de la dernière chance pour Renée. Elle espère connaître enfin la vérité sur la mort de son fils. La retraitée ne va pas pouvoir affronter le meurtrier présumé, car le box des accusés est vide. Le principal suspect, Edno Borba da Silva, un Brésilien de 38 ans, a pris la fuite pour échapper à la justice. Et il y a une autre personne que Renée aimerait voir derrière les barreaux. C'est cette jeune femme, Lucie Dalmasso, 31 ans, qui n'est autre que la fille adoptive de Christophe. Renée la soupçonne d'avoir commandité le meurtre de son père pour toucher son héritage. Comment allez-vous? Je vous en prie. Ça va? Lucie, elle, a toujours clamé son innocence. Elle est écœurée par les accusations de sa grand-mère. C'est injuste. C'est injuste. Et ça, c'est horrible, horrible, horrible. Tous les mensonges, toutes les inventions, toutes les calomnies, ça a été extrêmement dur toutes ces années et ça m'a énormément détruite, particulièrement avec celui de ma grand-mère. Lucie Dalmasso a pourtant été mise hors de cause par la justice dans cette affaire. Aujourd'hui, elle assiste au procès en tant que partie civile, comme sa grand-mère et ses oncles. Assises l'une à côté de l'autre, les deux femmes s'évitent du regard. La cour d'assises va devoir siéger 2 semaines pour juger ce drame familial sur fond d'héritage. L'audience est ouverte à ses échos. Tout avait pourtant commencé par une belle histoire. Christophe Dalmasso a une enfance heureuse avec ses 2 frères. Leurs parents tiennent un commerce de fruits et légumes. Depuis son plus jeune âge, Christophe est très croyant. Voilà. Là, c'est quand Christophe était enfant de cœur. Il a connu Elisabeth à cette église de Théoul. Le jeune homme a 17 ans lorsqu'il rencontre Elisabeth Kirsten. Cette Autrichienne de 8 ans, son aînée, a déjà une fille, issue d'une première union avec un Antillais qu'elle n'a jamais revu. Christophe tombe fou amoureux d'Elisabeth. Il veut se marier immédiatement. Pourtant, sa mère et son père s'y opposent. Ils le trouvent trop jeune. Mais Christophe tient tête à ses parents et épouse finalement la jeune femme, alors qu'il est à peine majeur. Une fois qu'ils étaient mariés, on les a acceptés comme des membres entiers de la famille. Ils sont venus à la maison, on est allés dans les fêtes familiales, on était toujours ensemble. Regardez comme ils ont l'air heureux. Voyez-vous, là, c'est tout baigné, tout allait bien, là. Christophe va même jusqu'à reconnaître légalement Lucie, la fille de sa femme, comme sa propre enfant. Une preuve d'amour qui émeut encore aujourd'hui la jeune femme. C'était mon papa. C'était mon papa. Il m'a reconnue quand j'avais 5 ans. J'étais très, très fière. Je me sentais choisie. Il me l'avait dit d'ailleurs. Il m'a dit, tu sais, moi, je t'ai pas adoptée, je t'ai reconnue, je t'ai choisie, tu es ma fille. Je t'aime très fort. Un amour symbolisé par ce chapelet, dont elle ne se sépare jamais. Je l'ai tout le temps avec moi. C'est un cadeau que papa m'a fait. C'est très précieux. C'est extrêmement précieux. Ça vaut plus que tous les mots, les photos, c'est très précieux parce que ça le représente. Christophe est très pieux. C'est aussi un redoutable homme d'affaires. Un touche-à-tout qui n'a pas peur de prendre des risques. Il monte des concessions automobiles, mais aussi plusieurs sociétés immobilières. Et ses affaires vont être boostées par un coup de pouce inespéré. Il est devenu très proche d'une veuve multimillionnaire, dont sa femme est la dame de compagnie. À sa mort, la vieille dame n'a pas d'enfant et elle lui lègue une fortune estimée à 8 millions d'euros. Christophe hérite entre autres de terrains en Corse et de la quasi-totalité de cet immeuble cossu
en plein centre-ville de Nice, le château Beaulieu. Mais au bout de 8 années de mariage, le couple se sépare. Lucie s'éloigne peu à peu de son père. Et un événement va sérieusement entacher leur relation. En 2001, sur les conseils de sa mère, Lucie retire les 40 000 € d'un compte bancaire qu'elle a en commun avec son père. Furieux que sa fille ait retiré l'argent sans le prévenir, Christophe tente de faire annuler ce retrait. Lucie décide alors de porter plainte contre lui, mais à contre-cœur, dit-elle. Là, ça m'a dépassée, quoi. Je me suis laissée faire, j'ai fait le dépôt de plainte, j'ai expliqué, voilà, le compte, la poste, le machin, et j'étais une petite souris, quoi. J'avais honte de ce que j'étais en train de faire. Que sa fille porte plainte contre lui, Christophe ne le supporte pas. Il projette de la déshériter au profit de son frère, Laurent Dalmasso, et va même jusqu'à rédiger un testament que René garde précieusement dans ses dossiers. Christophe écrit « Ceci est mon testament. Je sous-signé, Christophe Dalmasso, déclare léguer l'universalité de mon patrimoine à mon cher petit frère Laurent Dalmasso, à Dans Lucie ce document, Dalmasso Christophe a des mots très durs envers Lucie. Ma soi-disante fille, j'ai compris que celle-ci n'a jamais été ma fille par son comportement et sa plainte à la police contre moi. » À l'époque, Lucie apprend que son père veut la déshériter, mais elle est convaincue qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Quand j'entends dire ça, je pense plus que ça vient justement d'une rumeur de René qu'autre chose, donc je balaye ça complètement. Je ne peux pas concevoir, et c'est pas possible que papa fasse une chose pareille, parce que c'est pas du tout dans sa personnalité, tout simplement. Christophe renonce finalement à la déshériter. Mais la rupture entre le père et la fille est définitivement consommée. Christophe ne vient plus rendre visite à Lucie, qui habite avec sa mère dans l'un des appartements du château Beaulieu. L'homme d'affaires, lui, n'habite plus dans l'immeuble, dont il a mis les autres appartements en location. Et parmi ses locataires, il y a un certain Edno Borba, qui occupe une chambre. Ce Brésilien de 28 ans est professeur de capoeira. Il vit de ses spectacles de rue. Très vite, le comportement d'Edno ne va pas plaire à Christophe, comme en est témoin l'un de ses amis, Cléonacio. Lui aussi vit dans l'immeuble. Il se rappelle qu'Edno voulait à tout prix aménager une salle de danse dans un appartement inoccupé, contre l'avis de Christophe. Il voulait faire des travaux, abattre une cloison pour faire une grande salle, pour faire une académie de capoeira. Christophe, il était catégorique. Il a dit tout de suite, j'ai voulu une chambre, pas plus. Je ne veux pas des amis ici, je ne veux personne ici. Si tu n'as pas un comportement exemplaire, tu mets dehors tout de suite. Edno doit donc renoncer à sa salle de capoeira. Si les rapports avec Christophe sont tendus, il en va tout autrement avec Lucie, que le danseur brésilien séduit rapidement. Il me tournait autour dès qu'il m'a vue la première fois. Et je me suis tellement sentie coucounée, il avait l'air tellement gentil, souriant, plein de joie de vivre, super sympathique, que je me suis complètement laissée faire. Edno et Lucie deviennent amants. 2 mois plus tard, le 2 septembre 2003, Christophe disparaît mystérieusement, sans laisser de traces. Sans nouvelles de son fils, René commence à échafauder des tas d'hypothèses, car l'homme d'affaires ne s'était pas fait que des amis dans son entourage professionnel. Je me suis dit, peut-être qu'il a eu un gros problème avec quelqu'un et qu'il s'est enfui, et puis il ne veut pas nous mettre en danger. Donc c'est pour ça qu'il ne nous appelle pas. Il avait des ennemis, c'est vrai. La mafia russe, les Corses, on pouvait tous imaginer. Au château Beaulieu, Cléonacio lui aussi commence à se poser des questions sur la disparition de son ami Christophe. D'autant qu'avec Lucie, Edno, le danseur de capoeira, agit comme s'il était devenu le propriétaire des lieux. Il a pris possession, il a loué toutes les chambres à d'autres personnes. Il a fait des travaux dans l'appartement, il a aménagé un grand salon pour faire de la capoeira. Tout ça avec la caution de Lucie. Je me demandais pourquoi il protégeait autant Edno, comme si Christophe n'était plus là alors qu'on ne savait pas. Donc c'est ces attitudes
qui m'a fait penser qu'ils étaient tous mêlés à une mauvaise affaire envers Christophe. Et ces soupçons auraient été renforcés par un autre événement. Quelques jours après la disparition de Christophe, sa voiture est retrouvée calcinée, ce qui laisse penser qu'il lui est arrivé un malheur. Selon Cléonatio, Lucie et sa mère auraient sauté de joie en apprenant la nouvelle. Ils ont servi du champagne, ils ont commencé à commémorer, à danser. C'était vraiment... C'était une scène bizarre, quoi. Malgré ses doutes, Cléonatio ne va pas voir la police. L'enquête piétine. Mais quelques mois plus tard, un nouvel élément va mettre la puce à l'oreille de René. C'est la mère de Lucie qui lui apprend qu'Edno Borba, le danseur brésilien, serait en possession de chèques appartenant à Christophe. Je commence à me mettre à trembler. Je dis, mais mon Dieu, je dis, mais c'est donc Borba da Silva le coupable, Elisabeth. Pour René, aucun doute. Si Edno Borba a pu récupérer ses chèques, c'est qu'il les a volés à Christophe. La retraitée en est désormais convaincue. Le danseur brésilien est mêlé à la disparition de son fils. Pour lui faire cracher les aveux, elle va le voir au château, muni d'un pistolet non chargé. J'avais mon arme dans un panier avec une veste par-dessus. Quand j'arrive dans l'appartement de Borba, je le vois sortir de la chambre. Et alors là, quand il est avancé vers moi, je l'ai braqué. Et j'ai dit, je veux savoir la vérité, je veux savoir où est mon fils, je veux savoir. Et là, il a eu peur. Il est parti au commissariat Foch. Et à partir de là, après, la police est arrivée. On a perquisitionné, on a retrouvé des affaires de Christophe dans la chambre de Borba. Et à partir de ce moment-là, lui, il est parti en prison. Peu de temps après, les enquêteurs font une macabre découverte. Des ossements appartenant à Christophe sont retrouvés sur cette plage près de Cannes. Sa mort ne fait désormais plus aucun doute. Le principal suspect, Edno Borba, est mis en examen pour homicide volontaire. Mais le Brésilien affirme que ce n'est pas lui qui a fait le coup. Il assure même connaître le coupable. Ce serait Lucie, qui aurait tout manigancé pour toucher l'héritage de son père. Selon M. Borba, vers la fin du mois d'août 2003, Lucie Dalmasso lui aurait demandé de faire disparaître son père. Évidemment, M. Borba refuse. Un mois plus tard, Christophe disparaît. Lucie se serait alors confiée à son amant de l'époque, Edno. Elle lui a raconté qu'elle a fait enlever son père par 2 ou 3 personnes. Qu'il a été frappé et ensuite emmené dans les RPI. C'est tout ce qu'il sait. C'est tout ce qu'il sait. Il sait évidemment qu'ensuite il a été tué. Mais n'étant témoin de rien, il ne peut pas dire plus. Suite aux accusations de son ex-amant, Lucie est à son tour mise en examen et incarcérée. Mais la jeune femme clame son innocence. Faute d'éléments, elle est relâchée au bout de 5 mois. Voyant que l'enquête n'avance pas, de son côté, René décide de jouer les détectives privés. Elle épluche le dossier d'instruction page par page et passe des journées entières à décortiquer les auditions et les écoutes téléphoniques. Alors vous voyez, là, c'est mon dossier. Enfin, une partie, les notes les plus importantes. Ça a été ma béquille, ça a été ma thérapie. Pour moi, ça m'a permis de tenir le coup et de ne pas sombrer dans la dépression. Parce que cet assassinat, c'est l'horreur absolue. C'est le summum de l'horreur, voilà. Au fil de son enquête, René s'est forgé une conviction. Sa petite fille Lucie serait mêlée au meurtre de Christophe. Par peur d'être déshéritée, elle aurait demandé à son amant Edno Borba de tuer son père. Je pense que pour l'argent, elle a pu tout organiser pour faire tuer Christophe. Je pense que c'est l'instigatrice. Mais pour Lucie, ces accusations ne sont que purs mensonges. Selon elle, sa grand-mère chercherait à se venger parce qu'elle n'aurait pas supporté le mariage de Christophe avec sa mère.
Je pense qu'il y avait une certaine colère parce qu'il avait défié, il avait osé mettre le poing sur la table à 18 ans en disant « Écoute, papa, maman, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est cette femme que je vais épouser, c'est cet enfant que je vais élever, c'est comme ça et pas autrement. » Elle n'a jamais accepté le mariage de mes parents et moi, elle ne m'a jamais traitée comme sa petite fille. Contrairement à ce qu'elle dit, elle ne m'a jamais traitée comme sa petite fille. Quelques années plus tard, Lucie est d'ailleurs mise hors de cause par la justice. Edno Borba, lui, est relâché en 2009, après plus de 4 années de détention provisoire. Mais l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. Au cours de l'été 2009, un ami du danseur brésilien fait de troublantes déclarations à la police. Le soir de la disparition de Christophe, il raconte qu'Edno Borba l'aurait appelé pour qu'il vienne lui rendre un service au château Beaulieu. À cette époque, l'appartement où vit Edno est en plein travaux. Le Brésilien aurait alors demandé à son ami de l'aider à se débarrasser de 6 gros sacs poubelles. À ce moment-là, selon son avocat, l'homme est persuadé que les sacs contiennent des gravats. En descendant les sacs, les premiers, ça ne posait pas de problème. Le dernier qu'il a porté avec Edno Borba, parce que celui-là était plus lourd que les autres, la texture, le contenu du sac lui a paru suspect. Ça lui a paru mou. Il a interrogé Edno Borba. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? C'est bizarre, c'est pas des gravats, c'est trop mou pour être de la pierre, du sable. Et l'autre, de manière très désinvolte, lui a répondu écoute, je me suis disputé avec quelqu'un, je l'ai tué, pose pas de questions. Les 2 hommes auraient ensuite jeté les sacs dans cette décharge sauvage. En contrebas, il y a un petit ruisseau qui débouche dans la mer. Une voiture calcinée, des sacs suspects, des ossements retrouvés sur une plage. Aujourd'hui encore, les circonstances de la mort de Christophe restent mystérieuses. La thèse privilégiée par les enquêteurs est celle d'une dispute qui aurait mal tourné entre Christophe et Edno Borba. Ce dernier a d'ailleurs pris la fuite. Il s'est réfugié au Brésil, son pays natal. Jeudi dernier, en l'absence de l'accusé, la Cour d'assises des Alpes-Maritimes a condamné par défaut Edno Borba da Silva à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre aggravé. Un verdict qui sonne comme une délivrance pour Lucie, car elle est définitivement innocentée. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis et a touché une partie de l'héritage de son père. René, elle, espère qu'un jour, Edno Borba avouera enfin tout ce qu'il sait sur la mort de son fils Christophe.